Amis auditeuristes, bonjour. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter, le lien est dans la description de l'épisode. Dans l'épisode du jour, Sacha nous raconte son histoire, celle d'un étudiant qui échoue 2 fois en P1. L'histoire aurait dû s'arrêter là, mais les parents de Sacha ont veillé et lui ont proposé de partir faire médecine en Roumanie. Et Sacha a relevé le défi. Dans cet épisode, il nous raconte les études en Roumanie, le solide bagage clinique qu'il s'est construit, peut-être aux dépens de l'autonomie, les ECN en France qu'il a failli ne pas pouvoir passer, et cette expérience d'expatriation qui l'a fait grandir. Avant de lancer l'épisode, je rajoute juste une petite précision à la demande de Sacha. Cet épisode a été enregistré avant la guerre en Ukraine, et s'il voulait ajouter cette information, c'est parce qu'il pense que c'est important de montrer que l'Europe est une chance, parce que Cluj, la ville où il a fait ses études, c'est pour lui le cœur battant de l'esprit européen, et en même temps, c'est à moins de 200 km de l'Ukraine. Il y était lors de l'invasion de la Crimée, et il sait que c'est une expérience particulière d'être si proche de la guerre. Je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Agnès. Bienvenue à la consulte. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, je suis Sacha, j'ai 31 ans et je suis chef de clinique de neurogénétique et génétique clinique en neurologie et en génétique au CHU de Caen. Bienvenue. Merci. On va reprendre ton histoire depuis le début. Quand tu avais 18 ans, qu'est-ce que tu imaginais des études de médecine ? Pourquoi tu t'es inscrit en médecine ? Comment tu imaginais ton avenir ? Quand j'avais 18 ans, ça commence comme une chanson. Quand j'avais 18 ans, je m'imaginais un mix entre Grey's Anatomy et les urgences, et la série Urgence, pardon. Et je passais peut-être 3 fois par jour sur le site de la faculté de médecine de Nancy pour regarder comment se structuraient les études de médecine, en me disant que j'avais hâte d'être dans la case 3e cycle pour pouvoir dire que j'étais interne. C'est avéré que par la suite, je suis allé à la faculté de médecine de Nancy, que j'ai fait des P1, que j'ai loupé. Et donc, ça a été un peu compliqué, puisque du coup, mes fantasmes médicaux un peu s'envolaient. Et donc ensuite, j'ai trouvé des voies alternatives pour accomplir ces fantasmes. Raconte-nous comment tu les as vécus, ces échecs. Eh ben, parle-nous justement des voies alternatives. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là ? Comment tu as mis les choses en place ? Alors, le premier échec en première P1, je l'ai bien vécu puisque clairement, c'est une année que j'ai passée plutôt à faire autre chose qu'aller à la fac et pas probablement. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait un grand manque de maturité. Et donc, le premier échec m'a pas spécialement ébranlé. Puis le deuxième, je me suis dit, bon, à ce moment, la deuxième année, la deuxième P1, on va maintenant être sérieux. Et alors là, c'était beaucoup plus compliqué parce que du coup, je me suis confronté à mon propre échec, c'est-à-dire que du coup, c'était pas terrible ce que j'avais fait, en tout cas pas suffisant. Donc ça n'avait pas été facile. Et surtout que je n'avais strictement aucune autre idée de voie professionnelle. Et moi, dans cette période, j'ai été très encouragé et très soutenu par mes parents dans ces désirs de faire, de devenir médecin, de faire médecine. Et donc, je travaillais énormément en deuxième P1, mais mes parents ont été probablement avec plus d'expérience, ont imaginé qu'il fallait toujours prendre un coussin de sécurité et ont fait des recherches sur comment est-ce que je pourrais continuer à faire médecine malgré un deuxième échec en P1. Et donc, ils ont commencé à se renseigner tranquillement sur les voies alternatives, ce qu'on appelle les cursus alternatifs, et ont commencé à découvrir les possibilités de faire médecine. Alors, à l'époque, il y avait en Belgique, il y avait en Roumanie. En Belgique, il s'est avéré que ils se sont très vite rendu compte que c'était impossible, que la voie était fermée. Donc ils se sont concentrés sur la voie roumaine, qui était à l'époque très peu connue, que moi je connaissais pas. Et une fois que mon échec était probant, que j'ai loupé ma deuxième P1, ils m'en ont parlé, on en a discuté. Ça a pas été tout de suite une idée qui m'a enchanté.
J'étais même plutôt opposé à l'idée, mais je me suis laissé convaincre, on va dire, laissé embarquer là-dedans, et ils m'ont fait part de toute leur recherche, de toute l'avancée de ce qu'ils avaient, des contacts qu'ils avaient pu prendre sur place. Donc je me suis intéressé un peu par dépit, et puis en fait l'idée m'a bien plu, et donc on a monté un dossier, et j'ai eu la chance d'être pris à la faculté de médecine, ou à l'UMEF de Cluj-Napoca, au pied des Carpates, au nord-ouest de la Roumanie. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus précisément qu'est-ce qui te retenait? Pourquoi c'était une solution qu'au départ tu as plutôt rejetée? Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Alors, qu'est-ce qui me retenait? L'idée... Alors, ce qui me retenait, c'était les préjugés, c'est-à-dire je ne me voyais pas du tout aller vivre et faire mes études en Roumanie, pays que je ne connais pas. J'ai aucun lien avec la Roumanie. Je n'avais aucun lien avec la Roumanie. Je connais absolument pas la langue. Je ne sais pas je ne sais pas placer la Roumanie sur une carte. Et clairement, les clichés et les idées préconçues qu'on peut avoir sur la Roumanie, c'est pas ceux qu'on a sur la Californie, quoi. Donc, ça a été un peu compliqué. Je m'imaginais déjà aller à la fac sur une roulotte, donc j'avais du mal à me mettre à l'idée. Ce qui m'a convaincu clairement, déjà, c'était que le fait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et ce qui m'a convaincu, c'est à partir du moment où je suis allé visiter la première et la seule fois où je suis allé en Roumanie avant d'avoir été accepté. On est allé visiter avec mes parents quelques jours la ville, et j'ai été extrêmement surpris des choses, et du coup j'ai commencé à me dire que ça pouvait être une solution acceptable, tout en sachant que voilà, j'en avais convenu avec mes parents que si ça ne me plaisait pas, je pouvais rentrer en France à tout moment. Voilà, j'étais pas bloqué là-bas absolument, quoi. Et c'était quoi les démarches à faire pour accéder aux études en Roumanie? Alors, il faut replacer au niveau chronologique. Moi, quand je suis allé, c'est à partir de 2010, donc à partir de la fin de l'été 2010. Et à cette époque-là, la voie roumaine était très peu connue. On était peu de candidats. Il y a dû y avoir à mon année quelque chose comme 200 ou 250 dossiers déposés pour 90 ou 100 dossiers retenus. Donc on était vraiment sur un dossier sur deux. C'était pas un dossier extrêmement compliqué. Il y avait des démarches, tous les papiers administratifs, le baccalauréat, etc., relevé de notes, le cursus qu'on a fait post-bac, et puis une lettre de motivation et tout un tas d'autres documents qui pouvaient prouver notre motivation. C'était un peu nébuleux, c'est un dossier un peu flou, qui l'est toujours encore, je crois, et qui s'est bien complexifié depuis. Mais c'était un dossier un peu flou, où du coup, j'ai ajouté des lettres de recommandation, de contacts qu'avaient pu avoir mes parents. Je ne sais pas, je ne saurais jamais si ça a joué ou pas. Et je ne sais pas ce qui a fait que mon dossier a été retenu par rapport à d'autres, mais mon dossier a été retenu, et donc j'ai été accepté en première année de médecine, en première année de médecine en section francophone à l'université de Cluj-Napoca. À quel moment tu apprends que tu es accepté en médecine en Roumanie? À quelle date à peu près? Et j'apprends ça doit être fin août. Ça doit être fin août, j'apprends ça quand je suis en week-end parisien chez avec des amis qui habitaient à Paris à l'époque. Et j'apprends ça par mail, je crois. Donc je leur dis voilà, c'était mes meilleurs amis, on était tout le temps ensemble, que j'apprends ça. On se pose au café d'un restaurant, à une terrasse d'un café, et on prend une coupe de champagne. Mais je crois qu'aucun de nous trois, on était trois, aucun de nous trois n'était convaincu dans le fait de trinquer, que c'était une chose correcte, que j'étais accepté. On l'a fait. Voilà comment j'ai appris ça.
Avec le recul, maintenant, je me dis que c'est qu'on a bien fait de trinquer, mais sur le coup, je n'étais pas convaincu du trinquage, je sais pas si on dit ça comme ça. Est-ce que tu avais profité de cet été pour rechercher un plan B au cas où tu n'aurais pas été accepté en Roumanie, ou tu t'es un peu lancé sans filet? Alors, oui, j'avais un peu recherché des choses, mais très clairement, c'était une recherche un peu tout azimut et pas extrêmement productive, puisque je me souviens même plus ce que j'avais cherché. En tout cas, ça n'avait rien à voir avec la médecine. Je pense que c'était des prépas Sciences Po, des choses comme ça. Bon, en tout cas, clairement, au moment de la nouvelle, si la nouvelle avait été négative et que je n'étais pas pris, bah, j'étais un peu, un peu court, hein. J'avais pas grand chose. Donc, heureusement, tu as été admis en Roumanie. Ouais. Donc, tu as la réponse fin août. Les cours commencent quand? Ça se passe comment cette période où bah, finalement tu dois partir et t'installer à l'étranger? Et ben, j'ai la réponse fin août. J'ai des pièces complémentaires enfin, j'ai les pièces complémentaires comme quoi je confirme que je prends la place à fournir, etc. Ça dure une semaine. Donc on est début septembre, peut-être fin de la première semaine de septembre. Et les cours commencent début octobre. Et donc il me reste 3 semaines pour empaqueter mes affaires et puis surtout pour faire un aller-retour pour trouver un appartement. Puisque comme j'étais donc 3 semaines après, je commençais les cours et donc je commençais ma vie là-bas. Et il fallait bien que je dorme quelque part. Et donc j'y suis allé pendant 3 jours faire la tournée des appartements avec un. Enfin, il a d'abord fallu trouver un agent immobilier qui parlait anglais. C'était pas forcément évident à l'époque. Et puis ensuite, faire la tournée des appartes et trouver un endroit dans une ville que je ne connaissais pas qui me paraissait adapté pour moi et adapté à une bonne localisation. C'était un peu déjà une première aventure de quelques jours, mais une fois que j'ai trouvé l'appartement, j'étais beaucoup plus serein. Tu as fait ça accompagné de tes parents? Ouais. Ça a été un gros soutien pour toi, non? Ouais. Oui, mes parents, c'est plus qu'un soutien. À cette époque-là, c'était clairement eux les moteurs. C'était eux les moteurs dans la démarche. C'était eux les moteurs sur plein de choses. Peut-être qu'à l'époque, je voyais pas forcément ça comme des moteurs, mais peut-être plus comme parfois des contraintes. Mais maintenant, je pense qu'avec le recul, c'est des moteurs. Et je pense qu'ils avaient conscience des choses et je pense qu'ils avaient perçu la chance probablement que c'était pour moi bien avant que moi que je m'en rende compte. Donc ouais, c'était clairement c'était plus que des moteurs très importants. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment sont organisées les études de médecine en Roumanie, s'il te plaît? Alors, les études de médecine en Roumanie sont organisées de façon assez similaire dans leur structure à la France. C'est 6 années, première à la 6e année, 2 années avec des matières plutôt théoriques, de sciences plutôt fondamentales et puis de sciences un peu appliquées. Puis ensuite, dès la 3e année, là, on rentre plutôt dans les sciences médicales. D'abord, les sciences médicales de la médecine dite physiologique, c'est-à-dire physiologie, histologie, etc. Puis ensuite, de la 3e année, on rajoute le niveau de complications, la sémiologie clinique, la physiopathe, la napath. Puis à partir de la 4e année, le cycle d'externat comme en France, avec déroulement dans les différentes matières, dans les différentes spécialités pour à la fin de la 6e année avoir fait un tour sur tout. La première et la 2e année se font sur plutôt des enseignements. Enfin, de toute façon, en Roumanie, c'est toujours un enseignement très pratique. La première année, par exemple, ce premier semestre est très light, très allégé, parce que la faculté a conscience qu'on est des expatriés, qu'on a conscience que c'est pas toujours facile d'arriver, qu'on connaît dans un pays où on maîtrise même pas la langue. Du coup, on n'a pas énormément de cours en premier semestre, on a quelques matières, dont la prépondérante est l'anatomie. Mais cette anatomie, on a
je crois, si je me souviens bien, 2 ou 3 fois 3 heures par semaine de travaux pratiques, plus 2 heures d'enseignement théorique. Et dès la première semaine, alors on a les enseignements théoriques, 2 heures par semaine de d'anapath. On commence par l'ostéologie. Mais dès la première semaine, on est dans le labo d'anapath, divisé en petits groupes de 6, où on a des petits groupes on forme toujours le même groupe pour toutes les matières. Et on est avec un professeur, enfin un attaché d'enseignement, pour être plutôt s'apparenter à un chef de clinique en France, et qui passe 3 heures avec nous, 3 fois par semaine, dans le labo d'anatomie. Alors d'abord avec l'ostéologie, donc c'est-à-dire avec l'ensemble des os du corps humain, à nous enseigner, à nous faire présenter, à nous expliquer sur les pièces anatomiques, sur les os, leur position anatomique, bien savoir les positionner dans l'espace, savoir quelle insertion musculaire se fait à quel endroit, mais vraiment sur la pièce, en face, on peut la manipuler, on peut toucher les rugosités, les lieux d'insertion. Et puis ensuite, à partir de la 3e ou de la 4e semaine, quand on a fait le tour de l'ostéo, on s'engage plutôt là dans l'anatomie pleine et entière. Et là, on est sur cadavre, on dissèque les cadavres, on a les organes face à nous, des organes qui sont tous formalisés, et donc on s'entraîne, on tient, on manipule les cœurs, qu'on apprend à positionner en position anatomique, on apprend à tour de rôle, par exemple, je dois présenter l'atrium droit, moi ensuite mon camarade doit présenter l'atrium gauche, ou je dois présenter la face inférieure du cœur avec tous les éléments, en désignant sur le cœur, et ça pour tous les organes, puis voilà, l'ensemble du corps humain. Donc quelque chose de très pratique, et ça vaut pour toutes les matières. En histologie, on travaille en travaux pratiques les lames, on regarde les lames, chacun on a des lames et on les étudie. Voilà un peu comment est organisé les 2 premières années plutôt de sciences fondamentales. Puis ensuite arrivent les années supérieures, où là, dès la 3e année, on a la sémiologie. Donc pareil, on a des enseignements, 3 heures par semaine de sémiologie en amphithéâtre, et puis aussi 2 fois 3 heures par semaine dans un hôpital avec un attaché d'enseignement qui s'occupe de nous 3 heures par semaine, enfin 2 fois 3 heures par semaine, et qui nous amène au lit du patient et qui nous apprend à faire un examen clinique en fonction des pathologies qu'on a, vraiment un examen clinique, et nous le faire travailler. Moi, je me souviendrai toujours, j'avais mon professeur, mon attaché d'enseignement de sémiologie nous faisait répéter vraiment les différents temps de chaque examen clinique pour chaque organe que le cœur, et on parle d'abord de ça, puis de ça, puis de ça. Il nous est répété, il s'énervait quand on le faisait pas bien, quand on loupait une étape, et ça permettait d'être extrêmement systématique et hyper pratique, quoi, dans l'approche. Et ça, et comme ça pour toutes les matières jusqu'à la fin du cursus. Et cet enseignement, il avait lieu en quelle langue ? Cet enseignement, alors au début, surtout les premières années, surtout les 3 premières années, il avait lieu en français pour beaucoup, puisqu'on est chez une section francophone, des sections qui sont structurées et qui existent pour avoir un enseignement en français, avec la Roumanie étant un pays très francophile, hein, le général de Gaulle a été le premier à reconnaître l'indépendance de la Roumanie et l'existence de la Roumanie comme on la connaît actuellement, donc ils ont toujours un côté très francophile. Donc il y a pas mal de Roumains qui parlent français, qui ont fait français à l'école, donc il y a pas mal qui maîtrisent le français plus ou moins, et donc on peut avoir des enseignements assez facilement en français. Puis au fur et à mesure, on a plutôt, s'il y a des professeurs qui sont moins à l'aise en français, on passe en anglais. On peut également avoir à terme des enseignements en roumain, parce que on habite dans un pays, on a des cours à la faculté les premières années pour apprendre le roumain, maîtriser le roumain médical d'abord, puis ensuite un roumain un peu plus correct. Donc ensuite on a pu avoir des enseignements en roumain parfois qui au bout des 4 ans, qu'on maîtrisait correctement la langue, sans être parfois bilingue pour tous, mais on maîtrisait correctement la langue, certains enseignements en roumain qui étaient peut-être plus aisés pour les
pour les enseignants, qui nous, du coup, nous gênaient moins. Dans ta promo, c'était essentiellement des expats, il y avait des Roumains, c'était comment? Dans ma promotion, on était probablement 98 ou 9% d'expatriés, de personnes qui avaient quasiment le même parcours que moi, c'est-à-dire des personnes qui venaient de partout en France, vraiment de partout en France, et qui pour la plupart avaient fait 2P1, qu'ils avaient loupé, et qui étaient venus exactement sur le même parcours que moi. Donc quasiment que des Français en section francophone. Et à Cluj, il y a également aussi une section anglophone, où là, il y avait plutôt des Allemands, des Suédois, un peu d'Italiens. Et ensuite, il y avait la section romanophone, où là, c'était quasiment que des Roumains. Donc dans ma section, c'était quasiment que des Français. Il y avait quelques personnes qui venaient du Maghreb également, enfin des pays francophones, quoi. Mais c'était principalement et de façon très écrasante des Français. Vous parliez quelle langue entre vous? Entre nous, Ouais. on parle français. On est français, hein, tu sais, les Français, partout dans le monde, ils parlent français. Mais par exemple, à l'hôpital, en stage, vous parliez français entre vous et roumain avec les patients et Exactement. français ou anglais ou roumain avec l'attaché d'enseignement? Et c'est exactement ça. On parlait français entre nous, parce que même quand même ça peut paraître parfois impoli, mais c'est quand même la langue, enfin c'est quand même plus le plus naturel, c'est qu'entre deux Français on parle français, surtout quand des étudiants de 22, 23 ans. Mais avec les patients, au départ on avait un peu du mal parce qu'on connaissait pas le roumain, et puis au fur et à mesure on a pu apprendre le roumain, donc on a pu interagir avec eux, les interroger, puis à terme interagir vraiment avec eux. Comme avec une relation soignant-patient. Et avec l'attaché d'enseignement, c'était du français, mais ça pouvait parfois passer par l'anglais, parfois par du roumain aussi. Et pour revenir du coup au cursus médical, est-ce que ça ressemble à la France dans l'externat avec des gardes aux urgences, avec des bons de radio à n'en plus finir Pas du tout. Alors pour le coup, pas du tout. En Roumanie, on est là vraiment comme des étudiants. On est là pour apprendre. On n'a aucun rôle, alors encore moins ceux qui sont des sections non roumanophones. Donc les sections anglophones et francophones, on est vraiment là. En plus, on est là du coup. On est là, par exemple, en sémiologie, on est là le lundi matin et le jeudi matin, et à Cluj-Napoca, les hôpitaux sont très pavillonnaires. Donc il y a des hôpitaux un peu dans toute la ville, et chaque hôpital fait de la médecine interne, de la cardio, etc. Donc on est une matinée quelque part, une matinée à un autre endroit. Et donc on est vraiment là pour apprendre. On n'a pas du tout de rôle administratif, on n'a pas du tout de rôle, il n'y a rien, aucune tâche ne nous incombe. On est là pour apprendre, et on est là pour être avec notre attaché d'enseignement qui est également là pour nous apprendre. Et c'est des temps où ils sont détachés beaucoup de leur il y avait toujours des exceptions, il y a toujours des attachés d'enseignement qui étaient moins investis. Mais moi, je suis tombé dans beaucoup de cas où les attachés d'enseignement étaient investis, et donc étaient là vraiment passer 2h30, 3 heures avec nous à temps complet pour nous pour nous enseigner. Donc ça, c'était hyper agréable, et moi en tout cas, pour moi, ça m'a, je pense, donné ça a pu me permettre en fait d'avoir un bagage solide de clinique assez rapidement. Si tu devais faire une petite comparaison entre l'externat en France et l'équivalent en Roumanie, il ressemblerait à quoi ce tableau comparatif? Alors ce tableau comparatif, il serait très 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 en faveur de mon expérience roumaine. Du point de vue enseignement, clairement, je trouve que notamment par cette approche très pratique, il y avait une volonté d'enseignement, et donc du coup c'était beaucoup plus c'était beaucoup plus adapté à un statut d'étudiant. Alors évidemment, du coup on était moins autonomisé, on n'était pas du tout autonomisé pour le coup, et donc probablement que ça s'est senti au tout début de l'internat où il a fallu quelques semaines d'adaptation à un rôle qui m'était un peu inconnu. Peut-être probablement que les externes en France étant
un peu plus autonome sur certaines tâches, appréhende un peu plus vite, mais sinon, sur du point de vue pur renseignement, le tableau comparatif, il est très en faveur du côté roumain. Après, il y a aussi des inconvénients. Je pense qu'il faut pas se leurrer. En Roumanie, ils nous laissent aussi beaucoup libres de, comment dire, de l'investissement qu'on veut bien mettre dans les connaissances acquises. Et donc, si on veut pas trop se fouler, si on apprend un minimum de choses, ça passe probablement un peu plus facilement qu'en France. Bien que ça reste, je pense, très relatif en fonction des différents terrains de stage en France. Ouais. Une question, dans la comparaison par rapport à la France, c'est le coût financier des études en Roumanie? Tout à fait. La faculté en Roumanie, les sections étrangères, les sections francophones et anglophones sont payantes. Moi, sur mon cursus, j'ai payé 5 000 € par an. C'est le prix d'une école de commerce, en gros. Et je sais que c'est c'est un point qui est souvent pris en exemple pour dire ouais, ils achètent leur diplôme. Et je m'inscris évidemment en faux, mais après, je pense que le meilleur exemple, c'est le connaissance. C'est pas le. Mais oui, non, ça a un coût. Clairement, ça a un coût, et c'est aussi probablement, c'est probablement aussi une limite pour certaines personnes. C'est-à-dire que juste pour les frais les frais d'inscription, les frais de la faculté, 5 000 €, c'est une somme annuelle. Et à ça, il faut ajouter évidemment les frais de vie quotidienne, les loyers, etc. Donc c'est vrai que c'est probablement un investissement financier qui est plus important que l'investissement financier français, que le cursus français. On va revenir à ton parcours à toi. Tu fais ces 6 années en Roumanie. Oui. Ce qui correspond, si on suit le cursus en parallèle en France, on arrive à la fin de la 6e année en France avec l'internat qui se profile et le CN. Et ça se passe comment à ce moment-là pour toi? Puisque tu pouvais continuer en Roumanie, tu avais le projet de revenir en France. Comment ça se passe pour les ECN en France? Raconte cette période. Alors ça, c'était toute une aventure dans l'aventure, puisque en effet, moi, ça a toujours été l'objectif de rentrer en France, mais à l'époque, la filière roumaine n'est pas connue. Quand j'arrive en 2010, on commence à partir de 2012 à en entendre parler dans les médias. On voit, il y a de plus en plus d'articles, de reportages qui sont faits sur nous, souvent par des gens qui ne viennent pas forcément sur place, et plutôt à charge, en disant ce sont des étudiants qui payent leurs études, qui payent leurs diplômes, des étudiants de seconde zone, mal formés, dangereux. Bon. Une fois qu'il y a un peu ce battage médiatique, donc je sais pas bien d'où l'origine prend, mais enfin, il y a ce battage médiatique, et l'État français, le gouvernement français de l'époque, légifie à ce propos et passe durant un été, sans trop en parler, un texte de loi, je crois que c'est un décret de mémoire, qui édicte que les étudiants ayant réalisé deux P1 et ayant échoué à ces DP1 ne peuvent plus s'inscrire au cursus dans le reste des études du cursus de médecine. En gros, ne peuvent plus s'inscrire aux ECN pour passer les ECN. Il faut bien comprendre que sur quoi repose la filière roumaine, c'est parce que la Roumanie fait partie de l'Union européenne et à ce titre a signé les conventions de Bologne qui s'appliquent à tous les États membres de l'Union européenne et donc qui reconnaissent la réciprocité des diplômes. C'est-à-dire qu'un diplôme réalisé dans un pays de l'Union européenne vaut le même diplôme dans un autre pays. Et donc, en gros, l'État français, par ce décret, en gros, décide d'aller contre ces conventions de Bologne qui sont signées par la France. Ce qui fait que pendant toute une période,
à partir du moment où ce décret est passé, on pouvait plus rentrer en France. Et c'était le cas, on était probablement 95% de mes camarades et moi qui étions là-bas, c'était notre cas, quoi. On avait quasiment tous fait 2 pays. Et donc, on a été un peu stupéfaits, un peu choqués, puis un peu tous bien bousculés, parce que c'était quand même notre projet pour la plupart, c'était de rentrer en France. On a donc dû prendre un avocat, constituer un dossier, et on a du coup présenté un dossier à l'État, au Conseil d'État, la plus haute juridiction française, qui après plusieurs mois d'études, et donc voilà, depuis plusieurs mois d'études, a cassé ce décret en disant que l'État français ne peut pas aller au-dessus des lois européennes, et donc a cassé ce décret en disant que les conventions de Bologne s'appliquaient dans notre cas, évidemment. Et donc je pense que ça a duré 6-8 mois, cette histoire. Pendant 6-8 mois, on n'a pas pu, on a été dans une période comme ça un peu bizarroïde, où on était en Roumanie, mais on savait pas bien si on allait pouvoir aller au bout, parce que du coup ça perturbait beaucoup le projet. Donc une fois que ça a été sécurisé, parce qu'une fois que le Conseil d'État a donné son avis, voilà, c'est sécurisé, donc on a pu se projeter. Et donc moi, c'était vraiment mon objectif a été vraiment de retourner en France. Et donc on commençait l'externat, c'est à partir de la 4e année, où je me suis pas bien rendu compte des choses, où je travaillais pour mes examens roumains, où ça se passait bien, mais sans vraiment travailler pour les ECN. En fait, je m'en suis rendu compte plutôt au milieu de 5e année, donc vraiment très tard, qu'en fait, on n'était pas du tout, et ça c'est presque normal, c'est-à-dire la faculté de Cluj, elle n'était pas là pour nous préparer au retour en France, elle était là pour nous former en tant que médecin, donc on n'était pas du tout préparé aux ECN, qui sont comme une modalité très particulière d'évaluation. Et donc, il fallait un peu se débrouiller un peu comme on pouvait pour essayer de travailler les ECN. À l'époque, c'était le monde d'avant. Beaucoup de choses se passaient en présentiel. La visioconférence n'était pas aussi répandue que maintenant, et donc il y avait beaucoup de modalités où il fallait des conférences, où il fallait rentrer sur Paris, voilà, où il fallait, en tout cas, rentrer en France pour pouvoir bénéficier de ces conférences. Alors il y a des sites qui commençaient, comme le site IECN. Donc on s'inscrivait à des choses comme ça, ou après PECN, mais c'était pas la panacée, quoi. Donc en fait, on se préparait un peu comme on pouvait. On achetait les livres français, les KB, les collèges, on se faisait livrer en Roumanie, et puis on travaillait là-dessus. Mais clairement, il y avait une impréparation qui était évidente, et qui handicapait beaucoup nos possibilités de réussir aux ECN, quoi. Et c'est presque, j'ai envie de faire. Moi, je me suis fait une raison en me disant que c'était presque le prix à payer, c'était le jeu. J'aime pas trop utiliser que c'était cette expression, parce qu'on a eu, je me souviens à l'époque, la visite en France, c'était en 2e année ou en 3e année, la visite d'une commission d'enquête sur la capacité de la filière roumaine à former des médecins qui ont pour vocation de revenir en France. Donc on nous a envoyé le très honorable président du Conseil de l'Ordre d'alors, avec toute une délégation qui parcourait la faculté de long en large, et qui nous avait en off très gentiment dit qu'on avait joué, et que en définitive on avait perdu, puisqu'on pourrait pas rentrer en France. Un peu à ton sarcastique d'un président du Conseil national de l'Ordre à des pauvres étudiants de 21 ou 22 ans. J'aime pas trop cette expression, parce que ça me rappelle un peu ce monsieur qui est probablement qui par la suite a été je crois, accusé. Je sais pas s'il a été condamné, mais je crois bien. On va dire accusé pour pas diffamer, de détournement de fonds auprès du Conseil de l'Ordre. Donc je l'ai un peu, voilà, je trouve ça un peu ironique avec le recul. Et je ne sais plus où est-ce que j'en allais. On parlait des ECN. Oui. Et donc, tu as réussi finalement à t'inscrire aux ECN en France.
Ouais. malgré une préparation qui n'était pas optimale, puisque forcément la fac en Roumanie prépare ses étudiants pour le cursus roumain et pas pour le cursus français. Ouais, tout à fait. Oui. Alors l'inscription à l'ECN, il n'y a rien de plus simple. C'est une formalité administrative. On pourrait croire que c'est toute une galère. L'inscription aux ECN, il y a vraiment, je crois que c'est un papier à remplir, 2 pages, une photocopie de la carte d'identité et en avant Guingamp pour les ECN. Aucun contrôle de langue, ce qui est d'ailleurs ce que nous on disait au comment ça s'appelle Le CNG au CNG, voilà. Au CNG, on leur disait, mais faites des contrôles de langue. Nous, on est français, des Français d'origine. On n'aura aucun problème à soumettre un contrôle de langue. On l'aura forcément. Mais non. Donc, c'est extrêmement facile de s'inscrire aux ECN. Après, les passés, c'est différent. Il fallait s'organiser de beaucoup. Il fallait pouvoir négocier avec la faculté de Cluj, pouvoir s'absenter pour les ECN blancs, pouvoir s'absenter quelques jours pour rentrer en France, passer les ECN. Le destin a fait que j'ai passé moi mes ECN à la faculté de Caen, la future ville où je serais interne après, mais je le savais pas encore. Il fallait s'organiser, rentrer de Roumanie en avion, aller jusqu'à Caen, passer les ECN blancs, revenir en Roumanie pour continuer le cursus. C'était un peu compliqué, mais ça c'est fait. Alors évidemment, les résultats ont été plutôt médiocres, voire mauvais. Mais bon, c'était un peu prévisible quand même. Mais oui, c'était plutôt c'était une période compliquée d'organisation, de négociation avec la faculté roumaine qui acceptait pas forcément ses absences, donc il fallait donner des preuves de bonne foi, des compensations. Du coup, il y avait toute une organisation qui était pas du tout propice à ce que voilà on puisse arriver dans des bonnes conditions aux ECN, mais ça c'était l'autre revers de la pièce du cursus, mais il faut il faut l'assumer, je pense, en disant on fait une voie un peu alternative, et il y a des choses qu'il faut accepter. T'as été déçu par ton classement de scène? Déçu. Je m'attendais pas à quelque chose de. Enfin, j'ai fait beaucoup de CN blancs, etc. En ligne et tout. J'étais assez conscient pas mon niveau. Je suis pas mon niveau, je pense pas qu'il était mauvais, mais je pense que c'est surtout les modalités d'évaluation. J'étais pas du tout formé à ces modalités d'évaluation, donc j'avais des classements et j'ai eu un classement qui était mauvais. Pas surpris, pas déçu, mais voilà, je l'ai accepté en disant c'est comme ça et on va voir ce qu'on va faire avec ça et je voulais, en tout cas, ça me tenait à cœur d'assumer le fait de rentrer en France, même si c'est un mauvais classement, parce que ça a toujours été le projet et je voulais avoir une certaine cohérence avec ce que j'avais toujours dit, ce pourquoi j'étais parti 6 ans avant en Roumanie. Et voilà, je voulais être cohérent avec ce que j'ai toujours dit et pas changer et pas revirer de bord quelques mois avant devant une catastrophe annoncée au classement. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'assumer jusqu'au bout, quoi. Donc, tu passes les ECN, tu as ton classement, tu choisis la spécialité de génétique médicale. Ça, c'était une surprise pour le coup. Une bonne surprise. Une grande surprise, puisque je pense que 2 jours avant d'être affecté dans le DES de génétique médicale, je ne savais pas que c'était une spécialité. Je n'avais aucune idée de ce que c'était la génétique médicale. J'avais même pas envisagé que je puisse, avec mon classement, avoir quelque spécialité médicale que ce soit. J'étais parti pour faire de la médecine générale et trouver un desk, puisque c'était encore l'époque des desks, un desk qui me plairait pour voilà. Mais non, en fait, je pense que 24 heures avant, peut-être 24 heures avant le jour de mon choix, il s'est avéré qu'il y a des places en génétique médicale qui sont apparues, je sais pas comment. Et donc, j'avais la génétique médicale, et donc 24 heures avant, je me quand même regardé ce que c'était ce truc-là, et j'allais regarder les maquettes. Je me suis dit, ça peut me plaire, en tout cas, ça me risque pas de me déplaire. Et puis, j'étais vraiment pas emballé par la médecine générale, à vrai dire. Je voulais plutôt faire une médecine, je voulais plutôt faire un secteur où je vais réussir à me spécialiser dans un domaine plutôt que avoir cette difficulté d'être très généraliste. Je pense que c'est très dur d'être médecin généraliste aujourd'hui. Et donc, je suis regardé ça, j'ai appelé une amie
j'ai appelé une amie qui avait fait ses P1 avec moi et qui elle avait réussi avec brio, en disant bah qu'est-ce que t'en dis? Il me reste un poste de génétique dans la subdivision de Caen. Qu'est-ce que t'en penses? Et elle m'a dit bah écoute Sacha, moi j'ai pris une neurologie Caen. Donc j'ai dit bon bah écoute va pour génétique Caen. Et donc pour tout dire, j'étais à La Réunion à l'époque, donc j'ai choisi à partir de La Réunion génétique médicale à Caen, en ne sachant pas tellement dans quoi je m'embarquais. En définitive, j'ai commencé mon internat comme j'ai commencé mon cursus de médecine, sur un coup de poker. La Rouen c'était un coup de poker, la génétique c'était un coup de poker. Ça m'a plutôt réussi les deux. Et alors, on va parler de ce début d'internat. Tu reviens de Roumanie. Mm. Comment est-ce que c'est perçu par tes collègues le fait que tu aies fait ton cursus en Roumanie? Et comment toi, tu te sens dans ton internat en revenant de Roumanie sans avoir fait le cursus classique français? Alors, moi j'étais vraiment très apeuré de rentrer en France, surtout avec ce qui avait pu se passer dans les médias tout quasiment les 6 ans. Hein, on n'arrêtait pas de dire que la Roumanie, voilà, c'était quand même formation au rabais, etc. Donc j'étais vraiment et on n'était pas tellement soutenu par les associations étudiantes en France, c'est ce qu'on peut comprendre. Hein, il y a un espèce de concours, on sait comment ça se passe, donc voilà, compétition. Hein. Donc bon, moi j'étais un peu paniqué, enfin j'avais très peur du retour en France, de comment ça allait pouvoir se passer avec mon retour, quoi. Alors j'avais déjà été un peu rassuré puisque moi durant les étés, durant chaque année, donc entre la première, deuxième année, deuxième, troisième année, etc., on doit faire des stages en hôpital durant l'été. Et moi donc j'avais fait des stages dans le grand CHR près de chez moi, en Lorraine, et j'étais passé dans plusieurs services en tant que du coup faisant fonction d'externe, si tu veux, les différents étés. Et ça, à chaque fois, ça s'était super bien passé. C'est-à-dire que j'avais que des compliments des chefs de service sur tant le niveau que je pouvais avoir, mais l'implication, ça se passait plutôt bien. Donc j'étais plutôt rassuré quant à ça. J'étais pas tellement paniqué sur ça, plutôt plus paniqué sur le comment est-ce que ça allait se passer avec ces néos internes comme moi et comment ils allaient me voir. Moi, le resquieur, en gros, le tricheur, presque, c'est ce qu'on disait. Et en fait, je me suis retrouvé donc en premier semestre dans un CH de périphérie, le CH de Saint-Lô, au milieu de la Manche. Non, oui, au milieu de la Manche. Et c'est un CH assez grand. On était 60 internes dans ce CH. On était quasiment 50 premier semestre et une trentaine peut-être qui vivaient à l'internat de Saint-Lô. Et en fait, premier soir, hein, première journée d'internat, premier soir, on bouffe tous ensemble à l'internat du coup pour se rencontrer. Et en fait, je n'ai que des gens extrêmement intéressés par le cursus, extrêmement curieux de l'aventure que ça a pu être la Roumanie et plutôt des choses à laquelle je ne m'attendais pas du tout, plutôt des retours dans le sens où que c'était plutôt courageux, que c'était hyper intéressant d'avoir fait ça, alors que je m'attendais pas du tout à ça. Donc en fait, et ça n'était que ça durant tout mon internat. Je n'ai jamais entendu, jamais eu un seul problème à cause de ça. Je l'ai toujours assumé, j'ai jamais caché et jamais j'ai toujours été globalement fier de ce cursus. Je le revendique. Et en fait, j'ai jamais eu de problème, que ça soit au niveau de la hiérarchie, au niveau des chefs, mais que ça soit avec les internes. En fait, je me suis fait tout un tas de nouveaux potes en Normandie, en Basse-Normandie, et ça s'est toujours très bien passé. J'ai jamais eu aucun problème après ça. Enfin, j'ai eu aucun problème à cause de ça. Donc j'étais extrêmement surpris. Ça s'est très bien passé le retour. Ah, c'est chouette ça. J'avais envie de revenir un petit peu sur ton expérience d'expatriation. Ouais. Le fait d'être français et de vivre à l'étranger, donc. Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était difficile? Qu'est-ce que ça t'a appris? Si c'était à refaire, est-ce que tu referais pareil? Si tu devais repartir demain à l'étranger, est-ce que tu dirais non, ça suffit, l'expatriation, j'ai déjà donné, ou au contraire, tu repartirais avec joie, avec plaisir? Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience? Très clairement, c'est ce qui a fait. C'est une richesse folle. Enfin, moi, j'ai adoré ces 6 années.
C'est 6 années qui sont pas toujours faciles, hein, l'expatriation, comme ça, 6 ans, donc c'est long. C'est à 2000 kilomètres, c'est pas pouvoir rentrer facilement, être loin de sa famille, loin de ses amis. Mais en fait, ça a été juste, je me suis refait une famille là-bas, plus que des amis. En fait, tu remarques en fait avec le recul maintenant qu'en fait, surtout probablement quand t'es jeune comme ça, quand t'as 20 ans, un peu inconscient, un peu insouciant, bah tu te refais, c'est naturellement de te refaire, de refaire une famille avec des liens qui sont décuplés, des relations humaines qui sont décuplées, des gens qui en quelques semaines deviennent plus que proches, où tu vis avec ces gens-là, que tu vis dans une même bulle. En fait, on s'est constitué une bulle avec les avantages et les inconvénients d'une bulle, hein, avec toute l'endogamie aussi que ça peut, ça c'est le généticien qui parle, mais c'est toute l'endogamie que ça peut créer et les difficultés. Mais en tout cas, pour moi, j'en retiens une formidable expérience humaine, une formidable expérience de vie. C'est quelque chose qui m'a construit. Moi, je me suis fait des amis là-bas, clairement des amis pour la vie, des gens avec qui on a vécu des choses exceptionnelles et des choses qu'on ne peut comprendre qu'entre nous. Comprendre le fait de partir loin, sans sa famille, de vivre des choses qui sont parfois pas faciles sur place, et donc de passer vraiment littéralement 24 heures sur 24 ensemble durant des mois. Ça a été une expérience formidable, ça a été une richesse folle. Ça a permis de se construire au niveau personnel, c'est plus que au niveau... Ouais, c'est plus que... Je n'ai pas fait un cursus des études médicales en Roumanie. Moi, ça m'a construit, ça m'a fait grandir la Roumanie, ça m'a appris sur moi, ça m'a fait changer. Cette bouscule, ça m'a fait beaucoup réfléchir à la façon dont j'interagissais avec les autres et comment est-ce que je pouvais améliorer ces choses-là. Ça te sort de ta zone de confort, mais c'est incroyable. En plus, Cluj est une ville bouillonnante où il se passe toujours quelque chose, où il y a près de 50, je crois, c'est plus de 50 000 étudiants dans cette ville. Il y a un nombre d'expatriés, mais incalculables qui viennent de toutes origines géographiques. Alors françaises bien sûr, mais même européennes. Et en fait, à terme, moi très longtemps, je crois que toujours, l'expérience que j'ai vécu moi l'expérience européenne, c'est-à-dire vraiment j'étais dans une ville européenne, donc c'était vraiment le cœur bouillant de l'Europe. Tu marchais dans une rue, t'entendais parler de l'allemand, puis du suédois, puis du français, puis de l'arabe, puis du roumain. T'avais vraiment toutes les communautés avec la richesse que ça peut avoir d'interagir avec tous ces Européens qui en définitive, il y a quand même qui font à peu près le même cursus que toi, qui ont fait les mêmes démarches que toi, qui sont dans un pays comme toi aussi en expatriation. Et ça a permis de comparer aussi des mentalités. Je veux dire, la mentalité suédoise est totalement différente de l'approche française, donc c'est hyper intéressant. Ça a été passionnant. 6 années passionnantes qui sont passées. En fait, tu arrives là-bas en disant putain, 6 ans, ça va être long. Et quand tu pars, tu dis oh putain, 6 ans c'était court. J'aurais bien continué avec ces gens-là là-bas sur place. J'ai eu du mal à rentrer en France. J'ai eu du mal à me reprojeter en France parce que 6 ans, tu refais ta vie. Moi, mon pays, ma vie était en Roumanie. Ma vie était plus en France. Quand je rentrais en France, le temps me paraissait long en France. J'avais hâte de revenir, hâte de retrouver ma vie, de retrouver mon appart qui était en Roumanie, de retrouver mes potes, mes bars, etc. Mes potes roumains. Et donc, au bout de 6 ans, il faut ça refaire une vie en France. Ça a été un peu compliqué. Ça m'a fallu quelques mois pour m'investir à nouveau dans cette vie française. Mais ouais, ça a été une super aventure. C'est la petite bulle, quoi. Enfin, petite bulle de 6 ans avec plein de gens, mais c'est vraiment une bulle, quoi. Cette sensation de vivre en vase clos est une sensation qui est vraiment, qui est une image qui est totalement vraie. Aujourd'hui, tu dirais que tu t'es réadapté à la vie française ? Ah oui, complètement. Je me suis refait, après ma vie roumaine, je me suis fait une vie normande. Oui, complètement. Ça a mis, allez, 2 mois pour me reprojeter vraiment en France. J'ai eu besoin de revenir en France, de commencer l'internat avec une petite bousculade que ça peut avoir au niveau... voilà, c'est pas facile toujours. Les premières semaines de l'internat, t'es un peu bousculé, on te demande beaucoup de choses, il faut t'investir dans ce nouveau rôle. Ça peut un peu faire peur parfois. Et moi, je me mettais toujours, mais j'ai du mal à me dire que maintenant je suis à nouveau là, je suis à nouveau en France.
Et il m'a fallu, au bout de quelques mois, revenir en Roumanie en me disant, voilà, je retourne enfin chez moi. On a refait notre migration inverse, donc en Roumanie avec des potes. Et en fait, en retournant là-bas, tu te rends compte que la vie, elle passe, et elle passe surtout sans toi. Que la vie, elle continue là-bas, et que t'étais pas du tout indispensable pour que ça continue. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte un peu que la bulle avait explosé, qu'elle n'existait plus, cette bulle. Et en fait, que cette bulle, elle n'existait pas parce que c'était Cluj, ça aurait pu être n'importe où dans le monde, je pense que c'était pareil, ça existait parce qu'il y avait ces gens-là, ces expériences-là, ces moments-là, et ces 6 années qui étaient en fait des 6 années, c'était pas une période définie, on pouvait pas faire plus. Même si on le souhaitait, on pouvait pas faire plus. Et donc, au retour de ce voyage-là, quelques mois après mon retour en France, quand je suis revenu en France, je me suis dit, ok, et maintenant, en effet, la Roumanie, c'est plus ma vie. Maintenant, la vie, c'est la France. Et donc là, j'ai pu totalement, entièrement me consacrer à ma nouvelle vie française, ma nouvelle vie normande, qui était extrêmement chouette aussi, c'était une autre expérience, mais une expérience tout aussi intéressante en Normandie. Alors, on traitera pas aujourd'hui de ton expérience d'interne parce que ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle de ton expérience roumaine. Et j'avais juste 2 questions pour terminer cette discussion. Aujourd'hui, est-ce que tu es heureux dans ton job et heureux du parcours que tu as fait? Aujourd'hui, oui, je suis très heureux du parcours. Moi, mon internat s'est très bien passé, donc j'ai fait un DES de génétique médicale. J'ai fait un master 2 à Paris, je me suis spécialisé en neurogénétique et maintenant je suis chef de clinique en neurogénétique à Caen, en neurologie et en génétique. À côté de ça, j'ai eu la chance de pouvoir conduire, j'étais président de l'internat, enfin du syndicat des internes et la référence des internes pendant plusieurs années en Basse-Normandie. J'ai pu m'investir également sur le plan institutionnel, sur le plan universitaire, sur le plan de la défense des internes en France. Et tout ça, ouais, je pense que ça a été c'est presque une fierté pour moi d'avoir réussi à tout ce parcours, c'est-à-dire d'un mec qui savait pas bien pourquoi il faisait médecine à l'âge de 18 ans, qui a fait un parcours en Roumanie qui a été d'une richesse incroyable, qui est revenu en France, qui a réussi à s'investir en France, qui a été probablement, en tout cas j'ai essayé d'être au service des internes français, des internes qui ont fait le cursus classique. J'espère avoir réussi à bien les représenter. Pour maintenant être chef de clinique et essayer de m'investir maintenant plutôt sur le poste senior pour faire progresser le système et le faire progresser dans le sens où peut-être en mettant un peu de mon expérience roumaine dans désormais l'expérience française, c'est-à-dire en essayant de distiller, d'utiliser les choses bien que j'ai vues en Roumanie pour essayer d'améliorer probablement maintenant les étudiants auxquels je dois enseigner mes différents champs de compétences. Donc ouais, pour ça je suis très content, je suis assez fier, même si le clinica c'est pas tous les jours facile. Je suis assez content, ouais. Je suis assez content et je pense que c'est le début peut-être une 3e, une 4e aventure pour moi. Et c'est assez grisant de se dire que malgré toutes ces aventures intenses, il y en a d'autres qui arrivent encore. Donc ouais, je suis assez content. Je trouve ça hyper enthousiasmant. La dernière question rituelle du podcast, quelle est ta tenue de travail? Alors ma tenue de travail, c'est un chino, de pantalon en chino d'à peu près toutes les couleurs qui existent, avec une chemise, toujours une chemise, et seulement que des chemises. Et je précise avec le bouton fermé au niveau du col, puisque j'ai quelques tatouages, donc pour être un sérieux neurogénéticien, il faut avoir la tenue avec le bouton fermé au col, et puis une blouse assez longue qui m'arrive à mi-mollet, enfin plutôt non, au genou, et manches courtes quand même. Et puis dans les poches de cette blouse, il y a évidemment tous les ustensiles d'un bon neurogénéticien clinicien, donc un marteau réflexe avec qui a été choisi après l'utilisation de
X et Y marteau réflexe qui est donc profilé avec une tête bien lourde pour bien percuter les tendons. Un diapason qui vibre bien, pas trop fort, mais qui vibre bien. Et un stéthoscope qu'on utilise moins. Et puis également des abaisse-langues pour piquer mes patients, pour les faire souffrir. Pour la sensibilité. Non, ouais, c'est ça ma tenue de travail. Et puis des boots. Et puis des boots, parce que quand même, c'est toujours plus classe, les boots. Et alors, pourquoi la chemise ? Pourquoi la chemise ? Ouais. Parce que y a que ça dans ma vie. Ma vie est une chemise. Non, pourquoi c'est tu vas montrer ma vie est une chemise habillement et aussi une chemise avec différents compartiments, différents chapitres. Et donc, je sais pas, la chemise, j'ai toujours me suis toujours habillé de chemise depuis 10 ans, 12 ans. Et aujourd'hui, c'est devenu presque une marque de fabrique, la chemise. Passion chemise. Exactement. C'est parfait, Sacha. Je te remercie 1000 fois d'avoir raconté ton aventure roumaine à mon micro. C'était hyper intéressant. Je te remercie et je te remercie de m'avoir laissé l'opportunité de partager cette expérience. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte @podcastlaconsulte ou sur le compte Twitter @podlaconsulte. J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.